Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette rencontre matinale avec Elisabeth Péloquin. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Voilà, cette rencontre, elle réunit à la fois des acteurs de la formation, de l'accompagnement des publics sur les savoirs de base, principalement sur la maîtrise de la langue, sur deux régions. La région Nouvelle-Aquitaine, avec au chat Catherine Tabarot qui va continuer à donner des informations et peut-être des précisions dans le chat que vous avez à droite, alors, à droite de votre écran, voilà. La région Auvergne-Rhône-Alpes, alors essentiellement Auvergne, hein, on s'est ciblé sur l'Auvergne puisqu'on est le centre ressources illettrisme Auvergne. Et c'est Serge, mon collègue, qui aussi pourra interagir sur le chat si besoin. On vous dit déjà bravo d'avoir affronté tous les soucis techniques d'accès à ce rendez-vous. En fait, les webinaires privés, c'est-à-dire ceux qu'on définit pour un certain nombre de personnes, ils sont plus complexes à traiter que les webinaires publics. En tout cas, si maintenant vous avez votre compte sur Webikeo et vous pourrez ainsi suivre d'autres webinaires qu'on peut proposer dans différents cadres qui sont dont les cris sont les vecteurs. Oui, alors Catherine me dit qu'il y a encore pas mal de personnes non connectées. Bon, je continue mon introduction, ça va permettre comme ça petit à petit que les choses puissent avancer. Je vous précise tout de suite qu'il y a 10 secondes d'écart entre l'émission et la réception, c'est-à-dire entre ce que nous, on va vous dire, surtout Elisabeth, et ce que vous allez entendre. Donc, si vous trouvez que ça va trop vite, n'hésitez pas à nous le dire, pareil, dans le chat, si vous pouvez vous en servir. Je redis qu'on ne se formalise pas sur les erreurs de frappe, hein, n'hésitez pas à l'utiliser, et même si ce n'est pas la bonne lettre, on arrivera à vous relire. Voilà, sur l'écart. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il faut vous munir d'un papier et d'un crayon, parce que on va à un moment donné faire une petite activité d'écriture, très légère, hein, mais c'est bien de l'avoir à disposition. Et puis, ce que je veux surtout vous dire, avant de laisser la parole à Elisabeth, c'est que un webinaire d'1 heure ou d'1 heure et demie pour nous, ça ne remplace pas 4 journées de formation. Donc, il ne faut pas attendre aujourd'hui, à ce rendez-vous, quelque chose qui va vous permettre demain d'utiliser directement la méthode naturelle de lecture et d'écriture. Le projet d'aujourd'hui, c'est vraiment une sensibilisation, que vous sachiez d'où vient cette méthode. Je pense que c'est important de retrouver un peu l'histoire, parce que la pédagogie a une histoire, et il est parfois intéressant de savoir où elle va puiser ses ressources et ses réflexions, sa théorie. Voilà. Et puis ensuite, Elisabeth va nous proposer d'entrer dans la démarche. On aura bien sûr d'autres moments pour aller plus loin. On espère que très vite, on pourra envisager du présentiel. Je crois que du côté de Limoges, c'est quelque chose qui s'organise. Du côté de l'Auvergne, on ne l'a pas encore forcément précisé avant la rentrée, ça sera sûrement en septembre. Mais d'ici là, on pourra, je pense, utiliser d'autres outils ou d'autres moyens pour pouvoir continuer et donner une suite à ce premier rendez-vous. Donc, voilà, Serge, apparemment, voilà, les choses sont en train de se régler. Ben voilà, Catherine vous dit que les dates sont déjà prévues à Limoges, les 18 et 19 juin. Bon, je vais bientôt laisser la parole à Elisabeth. Je veux juste vous dire que ma présence sert à collecter vos questions ou vos remarques. Donc, dans le chat, au fur et à mesure, n'hésitez pas à interagir, à donner votre point de vue, vos questions, vos critiques. Je n'interromprai pas Elisabeth chaque fois qu'il y aura une question, bien sûr. C'est pour ça que je vais les collecter et on s'est donné des temps avec Elisabeth pour pouvoir les revoir ensemble. Voilà, c'est ce que je voulais vous préciser en plus.
On va s'arrêter là, je vais arrêter de parler et laisser la parole à Elisabeth qui à la fois va se présenter et démarrer directement le webinaire. Une dernière petite chose, on a vu qu'on avait une participante pour qui c'était sa première vidéoconférence. Eh bien, figurez-vous que pour Elisabeth, c'est aussi le cas. Donc, on va la laisser tranquillement démarrer. Et on ira à son rythme, il n'y a pas de souci. On regardera au fur et à mesure les questions que vous pourrez mettre, les remarques. Et s'il y a des soucis techniques, n'hésitez pas aussi à nous le dire. On essaiera dans la mesure de nos moyens d'essayer de les résoudre. Merci de votre écoute. Elisabeth, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. D'abord, merci aux organisateurs et organisatrices, Daniel Asper en tête, mais aussi Serge Mévrel et Catherine Tabarot. Voilà, puis merci à tous les participants. Un merci tout particulier à tous ceux qui m'ont renvoyé le petit questionnaire que je vous avais envoyé. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas eu le temps de répondre individuellement à chacun pour les remercier, mais ça m'a permis de vous connaître un petit peu mieux et surtout de connaître à quel public vous vous adressez. Voilà, c'était important pour moi. Voilà, donc je suis Elisabeth Péloquin, je suis formatrice d'adultes depuis longtemps, formatrice de formateurs et apprenante. Alors apprenante aujourd'hui, là, dans cette nouvelle situation, c'est toujours très intéressant d'ailleurs de se mettre dans ces situations parce que ça nous permet de comprendre pourquoi, pour les apprenants, il est quelquefois difficile de commencer à effectuer quelque chose qui est nouveau. Voilà, donc aujourd'hui, comme l'a rappelé Daniel, il s'agit d'une introduction à la MNLE parce que dans un temps aussi court, voilà, on ne peut pas voir l'ensemble complexe et cohérent de cette approche. Donc voilà, je vous propose de regarder avec moi le sommaire. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette heure qui vient? Donc, je vais rappeler un peu les fondements historiques et pédagogiques de cette méthode. Ensuite, on regardera d'un petit peu plus près ce que c'est, cette fameuse MNLE, voilà, avec ces 4 lettres, et puis la démarche. Et ce qu'on fera aujourd'hui, très modestement, on entrera dans le début du début. Voilà, pour qu'on vous puissiez avoir un petit peu des choses un peu plus concrètes et qui vous donnent une idée de ce qu'on fait concrètement avec les apprenants. Alors, les fondements historiques, éthiques et pédagogiques. Je vous ai mis cette citation de Montaigne, qu'on attribue aussi parfois à rappeler, parce que, comme l'a dit Daniel, il y a une lignée de pédagogues. La pédagogie, voilà, elle a des héritages, elle a des directions, elle a des courants. Et voilà. Et la MNLE, je dirais qu'elle est dans cette lignée. Elle nous vient de la pédagogie freinée. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Célestin et d'Élise Freinet. Peut-être vous avez entendu parler de la correspondance scolaire, du texte libre. Euh, Célestin Freinet et sa femme Élise Freinet étaient des pédagogues du début du XXe siècle, dans une France rurale alors, dans le sud de la France. Ils ont apporté un regard complètement nouveau sur l'école. Célestin Freinet s'est demandé à quoi sert l'école et à qui. Est-ce qu'elle sert justement à remplir le vase vide d'élèves passifs ou est-ce qu'elle sert au contraire à allumer le feu de leur intelligence, de leur pensée? Voilà, je vous ai mis sur ce schéma les principes fondamentaux de cette pédagogie freinée. J'espère que c'est assez grand pour vous. Je ne sais pas si vous arrivez à lire la totalité des choses qu'il y a sur l'écran. On y retrouve les grands principes. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a au milieu, une pédagogie centrée sur l'enfant. À l'époque, c'est tout à fait nouveau. Aujourd'hui, et je vous ai dit que Freinet a eu beaucoup d'influence, aujourd'hui, ça nous semble important que la pédagogie soit centrée sur l'apprenant. Mais pour Freinet, c'est complètement nouveau. Les grands principes, c'est donc la prise en compte de la globalité de la personne, l'enfant, puisque là, Freinet s'adresse à des enfants, n'est pas seulement un élève, il est une personne, il a une famille, il a une culture,
il a des désirs, il a des peurs, il a des expériences. Vous trouverez aussi les grands mots que sont responsabilisation, autonomie, socialisation. On va voir que Freinet comprend que chaque enfant a son rythme et donc il va faire une pédagogie individualisée avec des outils tels que les fichiers, des choses qu'on pourra retrouver dans la pédagogie des adultes et qu'on vous indiquera en fin de webinaire. Les grands principes fondamentaux, c'est une école qui est liée à la vie, qui n'est pas détachée de la vie, qui part de la vie, qui retourne vers la vie. Voilà, je vais peut-être passer assez vite sur cette diapo parce que voilà, je l'ai décliné d'une autre façon. Vous voyez, c'est au-delà d'une pédagogie, il y a toute une idée des rapports entre les hommes sur la Terre, hein, une certaine idée de l'homme et de la société. Une école démocratique et laïque. Freinet est toujours resté dans l'école publique. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Pour l'école du peuple. Et comme je vous l'ai dit, voilà, le lien avec la vie, le respect du rythme de chacun, l'apprentissage de la responsabilité et de l'autonomie. Et puis, il ne s'agit plus de compétition scolaire, ni même d'émulation, mais de coopération, le respect, d'apprentissage de la liberté, apprendre à vivre ensemble, on apprend les uns par les autres. Alors, j'ai ajouté ici une citation d'un autre grand pédagogue qui est postérieur à Freinet. Vous connaissez sans doute Paulo Freire, grand pédagogue brésilien qui a mené pendant des années des campagnes d'alphabétisation au Brésil et qui a écrit un ouvrage, moi, qui m'a beaucoup marqué. Mes deux grands maîtres, c'est Paulo Freire et Célestin Freinet. Donc, Paulo Freire a écrit un ouvrage qui s'appelle Pédagogie des opprimés. Et dans cet ouvrage, on trouve la citation suivante: Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul. Les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Et ça, c'est bien dans l'esprit aussi de la pédagogie Freinet. Paulo Freire disait aussi, avec son langage, il parlait d'un moniteur-élève et d'un élève-moniteur. Aujourd'hui, en le remettant avec nos mots, on pourrait dire un apprenant formateur et un formateur apprenant. La pédagogie Freinet, c'est une pédagogie active. L'apprenant n'est jamais passif. Il est sans cesse sollicité à faire des choses, à chercher, à expérimenter, et c'est lui qui construit son savoir. Cette pédagogie, elle prend en compte sa culture. Entendez culture au sens le plus large du terme, c'est l'expérience de vie, c'est la façon dont on se situe dans le monde et dont on entend trouver et y prendre sa place. Cette pédagogie, c'est une pédagogie qui est marquée par un mot-clé qui est le mot sens. Voilà, une pédagogie qui n'aurait pas de sens resterait extérieure à l'apprenant. On va décliner tout ça après dans le concret des réalités que vous vivez aujourd'hui avec les personnes que vous accueillez. Alors, cette pédagogie Freinet, elle s'adressait à des enfants et maintenant pour des adultes. Alors, vous voyez sur la diapo, j'espère que vous la voyez, la photo de Danielle de Kayser, qui était institutrice Freinet en Indre-et-Loire, à côté de Chinon, qui a été institutrice toute sa vie, une battante, une militante, une passionnée. Et au moment où elle a pris sa retraite, elle a été en relation avec des associations de lutte contre l'illettrisme de sa région et en particulier l'association La Clé de Châtellerault dont j'ai mis le petit logo. Cette association La Clé de Châtellerault, qui a été fondée par Athénée Carmonde, et ce n'est pas un hasard, était en recherche depuis longtemps. Ils avaient bien conscience qu'il ne fallait pas reproduire des scénarios scolaires. Ils travaillaient avec des documents authentiques. Mais tout de même, les coordinatrices constataient que les apprenants ne faisaient pas assez de progrès et qu'au bout de quelques années passées, ils n'étaient pas devenus à l'aise dans la lecture et dans l'écriture. Et donc, il y a eu un formidable travail
commun entre Daniel de Keyser et les apprenants et les formateurs de Châtellerault. Tout ça a donné lieu à l'écriture d'un ouvrage, celui que vous voyez sur la diapositive et dont les références, bien sûr, vous seront redonnées en fin de webinaire. Voilà, alors je sais que quelques-uns, dans les questionnaires, quelqu'un m'a dit, j'ai essayé de lire ce livre et j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Eh bien, justement, peut-être le webinaire d'aujourd'hui va servir à vous éclairer sur quelques-uns des concepts fondamentaux. Alors, la méthode naturelle de lecture-écriture, à qui s'adresse-t-elle? D'abord, c'est une méthode et une démarche qui sont complètement différentes de ce que vous connaissez peut-être, les ateliers sociolinguistiques. Alors, les ateliers sociolinguistiques ont pour objectif de permettre aux personnes étrangères de, je dirais, mieux vivre en France, c'est-à-dire de connaître la société française, de s'y insérer et d'y trouver leur place. Dans le domaine de la lecture et de l'écriture, je vais me cantonner à ce domaine-là. Dans les ASL, ce qui est proposé, c'est l'accès à la lecture et l'écriture qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire comprendre tous les papiers, et Dieu sait s'il y en a en France qu'on reçoit, et être à même, voilà, de remplir ces papiers. Alors, il peut s'agir d'une inscription dans un centre socioculturel, mais aussi, voilà, des nombreux formulaires administratifs qu'on reçoit, de comprendre une facture, voilà, de savoir d'où ça vient, ce que c'est. Ça, dans les ASL, alors il y a bien d'autres choses, dans les ASL, il y a toute la connaissance de l'environnement, de la culture française, du fonctionnement de la France dans différents domaines. Mais dans le domaine de la lecture-écriture, on reste centré sur la lecture fonctionnelle qui nous sert. La méthode naturelle de lecture-écriture, elle, a un autre objectif. Elle a pour objectif que l'apprenant acquiert la capacité à lire et à écrire, je dirais tout, dans la mesure où on peut dire ça, parce que nous-mêmes, est-ce qu'on sait écrire et lire tout? Non, on continue à apprendre. Mais que l'apprenant soit capable de lire un récit. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai fait une fausse manipulation. Que l'apprenant soit donc capable de lire ou de produire un petit récit, un courrier, mais aussi un compte rendu, bien sûr aussi, soit capable de remplir les papiers qu'on a dans la vie, mais pas seulement cela. Voilà, la méthode naturelle de lecture-écriture, elle peut se pratiquer en séance individuelle, je crois que c'est le cas de plusieurs d'entre vous, en petits groupes, 2, 3, 4 personnes, et même en grand groupe, là je vais parler d'une quinzaine de personnes. Dans ce cas-là, il y aura toujours des temps collectifs et des temps individualisés. À qui s'adresse cette méthode? Alors, sur le plan de la langue, elle s'adresse prioritairement aux personnes françaises qu'on définit comme illettrées, c'est-à-dire les personnes qui ont été à l'école, mais qui pour autant ne sont pas à l'aise avec la lecture et l'écriture. Mais elle s'adresse aussi aux personnes étrangères à une condition, qu'elles aient un minimum d'oral. Si les personnes étrangères que vous accueillez n'ont pas la compréhension ni la capacité à s'exprimer à l'oral, c'est ça qu'il faut travailler en premier. L'oral, c'est une priorité. Si demain vous allez vivre dans un pays et dont vous ne connaissez pas la langue, votre priorité sera de comprendre et de vous faire comprendre. Donc on ne peut pas apprendre à lire et à écrire une langue qu'on ne connaît pas du tout du point de vue oral. Donc le niveau qui est défini, c'est souvent le niveau A2. Alors même si les frontières entre la fin du A1, le début du A2, elles ne sont pas toujours très très bien définies, il faut donc que les personnes aient un minimum d'aisance dans la langue française orale. Pour ces dernières personnes, bien sûr, on continuera à leur proposer des activités
qui perfectionne l'oral et la compréhension et l'expression orale en français. Qu'est-ce que la MNLE? Alors, il y a 4 lettres, hein, M, N, L, E. Méthode. Entendez méthode comme quelque chose qui n'est pas dogmatique. Entendez-le, c'était les termes de Freinet, donc qui ont été conservés. Entendez-le avec l'idée qu'il est nécessaire d'avoir une méthode, quelque chose de méthodique. On ne fait pas du saupoudrage, juste, une immersion dans la langue écrite. Non, hein, c'est quelque chose de progressif. Il y a des étapes, il y a une rigueur dans la progression, il y a des évaluations au fur et à mesure des étapes et donc c'est en ce sens que ça s'appelle méthode. Le fameux N de naturel. Alors, naturel ne veut pas dire inné. Attention, on ne naît pas avec, quand on ne naît pas avec la capacité de, voilà, de lire et d'écrire. On ne sait pas lire et écrire quand on naît, mais on est avec cette potentialité-là. Alors, entendez naturel, comme quelque chose qui situe un environnement favorable à la construction et l'élaboration de savoir. Donnez pour exemple la façon dont l'enfant apprend à marcher ou à parler. C'est-à-dire, très concrètement, un enfant de quelques mois, vous ne vous mettez pas devant lui en lui disant: «Aujourd'hui, je vais t'apprendre le ou» ou bien: «Aujourd'hui, je vais t'apprendre le passé composé ou le futur». Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant? Eh bien, on lui parle tout simplement avec toutes les formes de la langue. On ne se dit pas: «Oh, vous ne connaissez pas le subjonctif, je ne vais pas employer ce temps-là». Mais si, on lui parle naturellement. On lui dit: «Ben voilà, maintenant, il est temps qu'on parte pour aller chercher ton frère». Et dans le développement du langage, qui est quelque chose d'assez fabuleux à observer, du langage oral, jusqu'à environ 18 mois, l'enfant est beaucoup dans la réception, c'est-à-dire que d'un premier magma sonore, hein, qu'il y a autour de lui, il va peu à peu distinguer des choses comme l'intonation, puis des mots qu'il va associer à un certain nombre de situations. Et c'est ainsi un bébé de 6 mois comprend déjà beaucoup de choses à l'oral. Il n'est pas encore en capacité d'émettre des mots articulés, mais peu à peu, il va distinguer dans cette langue qui l'entoure des éléments de sens. Et on parle de 18 mois, hein, c'est un petit peu variable selon les enfants, on parle de l'explosion du langage. Et c'est une période assez merveilleuse à observer parce que l'enfant se met à émettre des mots, des phrases-mots. Et quand on regarde, par exemple, dans un train, ou quand on entend, on voit un petit enfant avec son père ou sa mère, voilà, qui baragouine. Nous, on comprend rien. L'enfant, il dit: «Ati, ata», vous ne comprenez rien. Et le père ou la mère reprend sans cesse en disant: «Mais oui, il est parti, Sébastien, mais on va aller le chercher tout à l'heure, tu vas le retrouver», et cetera. Et c'est comme ça que l'enfant apprend à parler, dans cette interaction avec la reformulation constante. Voilà pourquoi on parle d'apprentissage naturel de la langue orale. Et donc là, ça ne va pas être dans la langue orale, ça va être dans la langue écrite. On va s'appuyer, alors c'est une pédagogie de la confiance et dans les potentialités de la personne. Mais quelquefois, je dis aux formateurs, si vous avez devant vous des personnes qui ont appris à parler en français ou dans une autre langue, ces personnes ont mis en place un ensemble de processus cognitifs qui est fabuleux. Parce que je vous ai parlé de 18 mois, à 4 ans, la langue orale, elle est construite. Elle est et l'enfant a procédé par classement, différenciation, essai, erreur. Et il a fait un tas de choses pour arriver à structurer cette langue. Donc je dis aux formateurs, si vous avez des personnes devant vous qui ont acquis la langue orale, elles ont la capacité de mettre en place, de mettre en œuvre des processus cognitifs de classement, de différenciation, et c'est sur ça que vous allez ensemble vous appuyer.
Alors, L comme lecture et comme écriture. Eh bien, elles sont ensemble, ces 2 lettres, parce que ce sont 2 aspects indissociables de l'apprentissage de la langue écrite. L'un ne marche pas sans l'autre et on va voir que, tout au cours, de cet apprentissage, ces 2 aspects vont sans cesse s'enrichir l'un l'autre et être en interaction. D'ailleurs, l'écriture va venir tout de suite. Il n'y a pas un temps où on apprend à lire et ensuite on apprendra à écrire. Non, c'est aussi dans l'écriture que vont se conforter, des apprentissages et se consolider des choses dans le domaine de la lecture. Alors, la méthode naturelle de lecture-écriture, c'est une méthode qui prend comme point de départ la parole de l'apprenant. On va y venir et préciser des choses tout à l'heure. Ce n'est pas une méthode syllabique, c'est une méthode analytique. Donc elle va partir, comme je vous l'ai dit dans l'oral, de la grande, heu, du tout vers la partie. Attention quand même, vous verrez, je ne l'ai pas mise assez grosse, cette flèche là qui retourne dans l'autre sens. Donc, on va partir texte de l'apprenant et avec différentes étapes qui demanderont d'ailleurs un certain temps, on ira jusqu'au décodage. Mais la porte d'entrée, ce sera un texte de l'apprenant. Dans ce texte, on le verra tout à l'heure, l'apprenant va pouvoir distinguer des groupes de sens, qui sont des groupes de mots, puis de là aller vers le mot, puis vers une partie de mot, qui peut être ou non un peu plus grand, un peu une syllabe, pour aller jusqu'à la lettre. Alors la lettre, là, ça parle de l'écrit. On verra aussi la correspondance donc avec les sons. Par exemple, si l'apprenant a dans son texte le mot «mandat», voilà, au début, «J'envoie un mandat tous les mois». Voilà, il va dans ce groupe de sens, «J'envoie un mandat», il va peu à peu distinguer le mot «mandat». Et puis, par rapprochement, avec d'autres mots qu'il a dans ses autres textes ou des textes qu'il rencontre, il va peu à peu identifier une partie de ce mot. Par exemple, s'il a rencontré le mot mange, le mot manquer, voilà, et il va dire c'est comme. Et donc, il va trouver des analogies dans les mots. Alors, là, il s'agit effectivement d'une syllabe. Quelquefois, ça sera un petit peu plus long ou un peu plus court, hein, mais il va commencer à démonter les mots, si on peut dire, et pour pouvoir en recomposer. Et dans la production d'écrit, le jour où il voudra écrire dimanche, eh bien, peut-être qu'il va trouver le di, de dire, mais le man de mandat, il va le remettre là, et le che de cheminée. Il y aura ensuite un travail justement pour aller encore plus loin que ce «ment», mais pour aller jusqu'à la dissociation des sons et des sons «en». Voilà, alors vous voyez la flèche qui revient de l'autre côté. Vous allez voir un petit peu plus loin, j'ai essayé de mettre sur un schéma l'ensemble, de cette démarche. Mais voilà, c'est un aller-retour constant entre la totalité d'un texte, d'une phrase et puis la décomposition, donc en morceaux de texte, mots, morceaux de mots pour aller jusqu'à la plus petite unité. Cette méthode, elle est rigoureuse. Vous allez voir qu'il y a des étapes et je le redis, c'est une méthode active. L'apprenant, il est sollicité à chercher, à faire, à comparer, à écrire, etc., etc. Alors cette démarche, elle est toujours présentée et expliquée à l'apprenant. Vous avez un certain nombre de personnes qui viennent à vous en pensant que pour apprendre à lire et à écrire, il faut apprendre les lettres et puis apprendre à les combiner, à les marier quelquefois, ils disent comme ça. D'autres
Alors là, je pense plutôt au public français qu'on appelle les déchiffreurs. Voilà, eux, ils pensent que qu'ils le combinent pas assez bien. Voilà, et ils disent qu'il faut que j'apprenne mieux les lettres et la façon dont on les met ensemble. Donc voilà, il est important, quand on travaille avec le naturel de lecture, d'expliquer à l'apprenant comment on va faire et pourquoi on va faire comme ça. D'ailleurs, moi, je leur explique, comme je viens de vous expliquer, que voilà, on travaille sur des textes qui sont intéressants. Vous allez beaucoup chercher, les textes vont garder en mémoire votre parole, et puis on va découvrir par l'écrit la parole d'autres personnes. On va vous demander, dans l'apprentissage, de beaucoup chercher dans vos textes, de beaucoup chercher dans les mots. Après, vous regarderez, vous trouverez qu'il y a des mots qui se ressemblent, ou des morceaux de mots qui se ressemblent, et puis vous pourrez les démonter, et vous pourrez remonter d'autres mots pour en écrire de nouveaux, ou bien comprendre des mots que vous n'avez jamais vus. Je te fais un, Voilà, petite pause. oui, je te Oui. fais un petit signe, Elisabeth, parce que il y a des petits soucis de son. On t'entend pas très bien et il y a ouais, c'est venu vers la fin, hein. Donc on va refaire un petit test, enfin en discutant comme ça, puisqu'on avait prévu effectivement de. Si j'augmente un peu le son, c'est meilleur. Alors là déjà c'est meilleur, mais tu vas peut-être pas porter il faut que tu arrives. Non, je viens d'augmenter. J'ai quelque chose pour l'augmenter un petit peu. Donc voilà, j'ai augmenté un petit peu le son. Oui, alors pour l'instant ça va en fait. Je pense que c'est si tu bouges, parfois, des fois, il peut y avoir des petites interférences. Oui, alors on m'entend bien. C'est vrai que d'abord j'ai une voix qui porte et puis bon j'ai une bonne connexion. Mais oui, il y a le fond sonore. J'essaie de l'éviter. Et oui, qui est venu. Oui, moi aussi, Oui. qui est venu tout d'un coup. Oui, mais c'est parce que j'ai remis mon Qui m'a micro, je l'avais enlevé. J'enlève mon micro quand tu parles, et là je l'avais remis pour dialoguer avec toi. Bon, on va y arriver. Je regarde effectivement les retours. Euh, on n'a pas vraiment de questions tout de suite, Elisabeth. Je pense que les gens écoutent avec attention les premiers éléments qu'on partage. Je pense qu'ils sont vraiment très intéressants parce que ça permet bien de cadrer de là où tu parles. Et moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur naturel. Effectivement, voilà, c'est pas inné. On est vraiment dans un travail, dans une réflexion autour d'un environnement favorable, etc. J'ai retenu aussi la pédagogie de la confiance, parce que je pense que ça, alors, on va dire que ça doit être transversal, et que ça doit toucher d'autres démarches que la MNLE, mais c'est vrai que se centrer sur la confiance vis-à-vis de l'apprenant, c'est vraiment important. Ce que tu as aussi évoqué, et je pense que c'était bien que tu fasses la différence, c'était, voilà, on n'est pas dans la même attente et dans la même pédagogie, en tout cas la même approche. D'un côté, les ASL, les ateliers sociolinguistiques, effectivement, avec un travail qui est plus sur l'écriture, la lecture fonctionnelle, oui, pour que les gens puissent se débrouiller rapidement, avoir des repères, comprendre, mais on n'est pas dans le même cadre, effectivement, que ce que tu évoques ce que tu amènes dans la MNLE, où là, on est sur de la lecture et de l'écriture fine, enfin, tels que ces aspects sont, comme tu dis, aussi indissociables. Il y a des passages de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des apprenants. Est-ce que c'est bien la leçon? Oui, c'est mieux. Est-ce que d'accord. Il faut que Il tu y a des t'approches du passages, il y a micro. Voilà. des personnes. Mais oui, peut-être le déplacer un peu parce que je ne peux pas allonger la tige. Bon. Il y a des personnes qui participent à des ASL et qui, au bout d'un certain temps, expriment leur motivation pour vraiment entrer dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Voilà, ce qui est important, c'est qu'on se mette bien d'accord avec les apprenants. Je crois que ça, c'est toujours important. Qu'est-ce que vous voulez faire et sur quoi on s'entend, hein, sur quels objectifs vous vous fixez.
Et par rapport aux objectifs de la personne, voilà, on va définir un parcours avec elle. Donc il faut que tu parles aussi fort que ça, hein, Elisabeth, et là ça passe bien. Dans les retours qu'on a sur le chat, effectivement, voilà bon, ben, les gens sont d'accord, hein, sur le fait que c'est bien introduit et expliqué, donc tout va bien. Et de comprendre effectivement la différence, voilà, enfant, adulte, la pédagogie, l'andragogie, c'est des éléments qui sont importants de ne pas transposer, mais de se dire qu'on va réfléchir à partir d'une théorie et comment on va pouvoir le travailler effectivement avec des adultes. Mais du coup, ça va être la suite. Et comme on n'a pas vraiment de questions pour l'instant, eh ben, on va pouvoir continuer. Et j'ai fermé mon micro, du coup, ça sera aussi mieux pour toi. En tout cas, voilà, tout se passe bien, hein, je te rassure. Bon, Je sais, je n'ai pas trop bafouillé. non, mais je sais que c'est pas facile quand on n'a pas son public en face, hein. C'est vrai qu'on n'a pas de retour, donc Oui. c'est pour ça que moi j'essaie de t'en faire aussi quand il me semble que c'est des choses vraiment indispensables ou importantes que tu dis, parce que on sait bien qu'un orateur, il a quand même besoin d'avoir un minimum de retour et que l'expérience du webinaire, c'est que on parle à son ordinateur. Et ça, c'est quand même Voilà. assez bizarre, hein, voilà. Bon, on continue. Bon, j'ai l'image de Daniel, donc c'est bien, ça fait un petit peu de vie. Bon, j'essaie dans la mesure du possible. Ah, voilà. Bon, ben voilà, Marie-Josée confirme, effectivement, les fondamentaux très clairs. Bon, ben très bien, il y a qu'à continuer. Voilà, donc maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu plus loin dans cette fameuse démarche d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Alors, il y a 3 grandes étapes. Il y a tout un travail qui va partir des textes d'apprenants qu'on appelle les textes de référence. Et c'est là, le début de ce début-là, de cette première étape, qu'on pourra aborder ce matin là, dans le temps qui nous est imparti. Alors, la deuxième étape, mais on va voir qu'elle, la première conduit tout doucement vers la deuxième, mais dans la deuxième étape, il va y avoir un niveau d'analyse plus approfondi. C'est-à-dire quand l'apprenant écrit, quand il lit, il va, dans la première étape, remarquer des analogies. On parlait tout à l'heure là de mandat, c'est comme mange. Et dans la deuxième étape, il va y avoir un travail systématique sur la recherche des analogies et surtout sur leur classement. Et la troisième étape sera constituée d'un ensemble d'activités qui conduisent vers la connaissance du code. Et notre code graphophonétique en français, il est complexe. C'est-à-dire qu'une lettre ne correspond pas à un son et un son ne correspond pas à une lettre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, donc on va aller un petit peu plus loin dans cette première étape. Dans la première étape, quels sont les axes et les supports de travail? L'apprenant, il va travailler sur ses textes, chose qu'on va voir ensemble. Très vite, on va lui proposer d'autres textes que les siens, qu'on appelle les textes découvertes, qu'il entre dans la pensée d'autres personnes. Et puis, tout au long du parcours et dès le début de l'apprentissage, on va demander à l'apprenant d'écrire. Alors, je reviendrai sur les conditions de cette écriture, notamment pour ceux qui n'ont pas les gestes graphiques. Donc, on va trouver aussi des choses pour ceux qui ont besoin de ce petit temps d'apprentissage. Mais il est important de faire écrire l'apprenant dès le début. Et ça va se continuer tout au long de l'apprentissage parce que c'est dans cette production d'écrit que l'apprenant va se poser des questions et va chercher les réponses. Alors voilà ce fameux schéma dont je vous ai parlé. J'ai fait ça pour vous donner l'idée d'un ensemble et d'une cohérence. Donc l'apprenant va passer de la lecture de ses propres textes à la lecture de textes nouveaux et à l'écriture de nouveaux textes. Dans la lecture de ses propres textes, il va repérer d'abord des groupes de sens, puis des mots, puis
hein, il va repérer des analogies, c'est ce que vous avez sur la gauche, là, de la lecture de ses propres textes, à un travail systématique à partir des c'est comme. Hein. Mandat, c'est comme, mange. Ça commence comme, hein, souvent. Et de ce travail systématique, voilà, vont émerger un certain nombre de alors syllabogrammes, hein, c'est mis entre guillemets, voilà, on repère en général des syllabes ou bien des sons, jusqu'à la découverte, alors ces gros mots-là, fusion, succession des phonèmes. C'est-à-dire que dans le mot mandat, voilà, je vais aller de du repérage du mot, hein, dans le groupe de sens à sa décomposition en syllabes, mais je vais aller jusqu'à la plus petite unité de son, c'est-à-dire que dans le mot mandat, j'entends j'entends. Et donc, dans c'est pas du tout évident, hein, même pour des personnes de langue française, de repérer les sons successifs d'un mot. Ce qui est repéré en premier, ce sont des phrases, puis des mots, puis des morceaux de mots, puis des syllabes. Voilà, mais il y aura tout un travail. Oui, Daniel, je te vois me faire un geste. Oula, plus de son. J'avais enlevé mon micro. Non, 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 c'est bon. Non, non. Ah bon, ah bon. Non, je me dis, il n'y a Juste plus pour de te son du dire que coup. de nouveau, on D'accord. t'entendait un petit peu moins bien. Est-ce que tu peux quand même essayer de descendre, non, de descendre ton micro Je vais le euh, descendre un petit peu. Faut pas que le casque Non, me oui, tombe c'est sur la surtout tête. le micro qui est là, voilà. Je peux. Ouais, Est-ce que c'est c'est mieux. mieux comme ça? Si pour toi c'est confortable, ça va, voilà. Bon. Oui, ça va. Peut-être le casque va tomber, mais c'est pas grave. Voilà, donc on avait dit une petite pause après ce schéma, mais peut-être qu'on peut avancer, prendre plus de temps tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez là, dans ce schéma, j'ai essayé donc de mettre l'ensemble des choses. Et vous voyez, il y a des flèches dans tous les sens, c'est-à-dire que tout se tient. Hein. Quand l'apprenant écrit, il réfléchit, voilà, ce mot, est-ce que je le connais? Est-ce que je l'ai dans mes textes? Est-ce que je l'ai déjà vu? Si je ne le connais pas, est-ce qu'il ressemble à un mot que je connais? Heu, Comment est-ce que je peux le retrouver? Et puis au fur et à mesure, qu'est-ce que j'entends dans ce mot? Donc il va s'appuyer là aussi là-dessus. Voilà, il faut que vous compreniez qu'il y a une cohérence, hein, dans cette approche. Il s'agit d'un ensemble. Alors, je vous propose d'entrer, dans ce début du début. Voilà, ça va concrétiser un petit peu les choses de comment on travaille sur, au début, les textes de l'apprenant. Alors, vous devez vous poser un certain nombre de questions, comme les petits personnages que j'ai mis sur la diapo, mais justement, là, s'ils viennent nous voir, c'est qu'ils ne savent pas écrire un texte. Donc, comment on fait et pourquoi faire et comment on va partir, etc., etc. Alors, tout à l'heure, je l'ai remis, hein, que c'est la parole de l'apprenant qui constitue, hein, ce matériau de base de l'apprentissage de la langue écrite. Et Danielle de Keyser aussi, elle dit que le cahier des textes, hein, le recueil des textes, il est en quelque sorte le dictionnaire affectif de l'apprenant. Il est son premier dictionnaire. C'est ça qui va faire référence. Alors, pour vous donner une idée, voilà quelques textes d'apprenants. Ça vous donnera une première idée de à quoi ça peut ressembler. Donc, vous voyez, sur la gauche, vous avez deux textes qui sont des textes individuels, hein, Mon jardin et puis Je m'appelle Messaoud. Et sur la droite, vous avez un texte collectif. Alors, vous voyez qu'il s'agit de textes, ben, voilà, dans lesquels les gens ils expriment quelque chose qui est important pour eux. Hein, la dame qui dit c'est la première fois que je fais un jardin. Et je vous demande d'être attentif parce que c'est ça le petit travail que je vais vous demander de faire tout à l'heure, à la façon dont ils sont présentés.
voyez, mon jardin, sur la première ligne, c'est la première fois, sur la deuxième ligne, que je fais un jardin. Voilà, on va s'entraîner tout à l'heure à mettre un texte, à le recopier en le segmentant en lignes qui s'appellent des groupes de sens. Voilà, un groupe de sens, c'est un groupe de mots. C'est la première fois, c'est un groupe de mots. Voilà, mais c'était aussi pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça peut être comme contenu et quelle forme ça peut prendre. Alors, pourquoi déjà prendre les textes de l'apprenant? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. On a parlé de confiance tout à l'heure, mais ça participe aussi de la reconnaissance de la parole de quelqu'un, de sa culture, de sa personne, de son expression. Il y a une autre raison aussi qui tient à ce qu'on sait de la mémorisation, c'est qu'on retient bien ce qui nous intéresse. Si vous êtes passionné de chevaux, voilà, et si je vous parle des différentes races de chevaux ou des maladies qui peuvent les affecter, vous allez le retenir parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Sur le plan de la langue, ça n'est pas la difficulté ou la facilité forcément qui doit nous guider. Je vous donne un exemple. Si vous voulez m'apprendre le prénom Nadine ou Sabine parce que vous trouvez qu'il est facile à retenir, que voilà, il s'écrit presque de façon phonétique, mais que moi je ne connais pas de Nadine ni de Sabine, peut-être je ne vais pas la retenir. Mais si mon fils s'appelle Christophe et que vous me donnez l'écriture de son prénom, eh bien là, je vais le retenir parce que ça, c'est le prénom de mon fils. Malgré ces difficultés phonétiques, le CH et le PH de Christophe, ce mot, il va faire référence. Et quand vous me direz, c'est le même feu que Christophe, eh bien là, pour moi, ça va faire tilt. Je vais me dire, je l'aurai dans la mémoire. Donc voilà, motivation et mémorisation. Alors, c'est aussi tout ce qui est, Freinet disait, alors c'était la France rurale du début du XXe siècle, on ne fait pas boire un cheval qui n'a pas soif. Voilà, donc on retient ce qui nous intéresse. Et on va voir là dans la construction des groupes de sens que une autre loi de la mémoire, c'est qu'on retient des ensembles et non pas des petits morceaux. Voilà, alors les textes références de l'apprenant, c'est aussi que la langue écrite prenne sens. Et oui, si c'est ma parole qui est transcrite, il y a un sens. Alors que pour notamment les gens qui ont été en échec scolaire, plus particulièrement ceux-là, souvent l'écrit ne fait pas sens. Ça fait du bruit, ça fait du son, comme dit Daniel de Kayser, mais ça ne fait pas sens. Alors que lire, c'est comprendre. Alors, ces textes, références, ils vont servir à quoi? Ils vont être donc le point d'appui pour rentrer dans la langue écrite et ils vont constituer des références solides pour aller à la découverte d'autres textes et surtout par un ensemble d'activités, d'exploration, de recherche, de repérage, des choses qu'on va voir là, par la suite. C'est ce qui va conduire l'apprenant à découvrir et peu à peu à s'approprier le code de la langue écrite. Alors, venons-en maintenant au comment. Alors, vous entendrez quelquefois l'expression dicter à l'adulte. Moi, je n'utilise pas volontiers cette expression parce que il me semble que si je dis aux apprenants qui viennent me voir, dictez-moi quelque chose, un certain nombre d'entre eux, alors déjà le mot dicter peut être pas très bien perçu. On va en reparler la dictée. Mais souvent, ça ne va pas leur permettre de dire quelque chose. Tandis que quand on leur explique, voilà, on va travailler sur des choses que vous allez me dire, eh bien, on va entrer dans un dialogue et ça, mais voilà, vous êtes dans un dialogue constant avec l'apprenant et vous allez, après l'avoir prévenu, noter, voilà, des choses qui vous expriment.
Alors, ces textes, ils doivent être forts, hein. Vous voyez, il y a des guillemets. C'est-à-dire, c'est pas des banalités, il fait beau, il fait froid aujourd'hui. Vous voyez que les textes que vous avez là lus précédemment, les 3 que je vous ai montrés, ils sont forts, hein. La dame qui dit: «C'est la première fois que je fais un jardin», mais c'est très fort pour elle parce que c'est une victoire, voilà, c'est des amis agriculteurs qui leur ont passé un bout de terrain, voilà, elle elle est contente, c'est quelque chose qu'elle a appris, c'est quelque chose qui va leur permettre de mieux manger, voilà, c'est important. Les les apprenants qui s'expriment, là: «Nous voulons vivre dans un monde où les gens seraient plus doux et où on ne nous demanderait pas tout le temps nos papiers». Donc c'était issu d'un débat, hein, entre apprenants, voilà. Dans quel monde vous aimeriez vivre? C'est des choses importantes. Le jeune homme là qui dit: «Je m'appelle Messaoud, j'ai 16 ans et voilà, je viens de Guinée et je suis au lycée». Et il y a vraiment, voilà, c'est l'aboutissement aussi, hein, de tout un voyage qu'il a fait et voilà, quand il dit: «Je suis là», c'est important pour lui. Voilà, donc des textes courts, hein. Pourquoi courts? Parce que plus l'apprenant est débutant, pardon, c'est encore, hem Heu, plus l'apprenant est débutant, plus on va demander, à sa mémoire, hein, de s'exercer sur quelque chose qui n'est pas trop long. Attention, ces textes doivent être aussi le plus fidèles possible à l'expression même de l'apprenant. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer les mots. Alors, un seul critère, la correction en français. Et on le verra sur un des textes, par exemple, le nœud de la négation. Qu'à l'oral, on n'emploie pas beaucoup, à l'écrit, il est indispensable et ça sera aussi une des façons, hein, de voir qu'on n'écrit pas tout à fait comme on parle. Mais avec le critère de la correction en français, ne changez pas les mots de l'apprenant. Je pense à un exemple, un apprenant qui dit: «Maintenant, j'ai envie d'apprendre plein de choses». Vous n'auriez peut-être pas dit comme ça. Peut-être vous auriez dit: «J'ai envie d'apprendre beaucoup de choses». Mais l'apprenant n'a pas dit beaucoup de choses, il a dit plein de choses. Dans la mesure où c'est correct en français, vous allez garder cette expression. Parce que sinon, le texte, ça ne sera plus celui de l'apprenant, ça sera devenu le vôtre. Voilà. Alors ça, c'est pour pour le contenu. Maintenant, la forme. Vous allez transcrire ce texte, hein. Vous êtes les secrétaires provisoires de l'apprenant. Provisoire parce que peu à peu, justement, c'est l'apprenant qui va prendre sa place et écrire lui-même de plus en plus de choses. C'est vous le secrétaire parce que vous êtes les garants de la bonne écriture. Évidemment, vous respecterez scrupuleusement la ponctuation et l'orthographe. Mais vous allez utiliser une forme de présentation particulière qui est la segmentation en groupe de sens. C'est-à-dire que vous allez recopier le texte en mettant sur chaque ligne un groupe de sens. Un groupe de sens, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots qui fait sens. En français, c'est entre un et 6 mots. Voilà. Alors, pourquoi les groupes de sens? Parce que en français, quand nous lisons, nous comprenons d'un seul coup d'œil, c'est très important comme compétence de lecteur, nous comprenons d'un seul coup d'œil une quantité assez large d'écrits, qui est entre un et 6 mots en français. On ne lit pas, comme font les déchiffreurs justement qui n'arrivent pas à lire, des petits bouts qu'on essaie péniblement de raccrocher les uns aux autres et quand on a fini, on ne sait plus de quoi ça parle. Donc la compétence de lecteur, c'est être capable de comprendre d'un seul coup d'œil une quantité assez large d'écrits. Voilà pourquoi on travaille sur ce groupe de mots. Il y a aussi d'autres raisons. Les raisons, c'est que ça va porter du sens, justement. C'est la première fois qu'en apprenant lit ça, c'est la première fois. Pour elle, ça fait sens parce que ce qu'elle a exprimé, c'est la première fois. L'autre raison aussi de cette présentation en groupe de sens, c'est que, notre mémoire, elle retient bien mieux des choses qui sont structurées que des petits bouts. C'est-à-dire, si je vous donne une liste de 15 mots qui n'ont ni queue ni tête, là, tout de suite, dans les médias, vous en retiendrez peut-être 5, 6, 7.
Si je vous donne une phrase de 12-15 mots, vous pouvez, en mémoire immédiate, me la redonner immédiatement, justement parce qu'elle est organisée en phrases. Donc voilà, je reviendrai à ça. Et alors, dans le groupe de mots aussi, dans ce groupe de sens, j'y reviendrai sur la dictée recherche. L'apprenant, il va acquérir quelque chose qu'on appelle la grammaire implicite. C'est-à-dire, quand on travaille sur un groupe de sens, vous allez les fabriquer là maintenant, on ne dit pas à l'apprenant, c'est le présent de l'indicatif de la première personne, non. Mais il va avoir une écriture d'emblée correcte de je m'appelle. Voilà, il va avoir une écriture d'emblée correcte de c'est la première fois. En écriture correcte de je fais. Voilà, on ne va pas expliquer que je, c'est la première personne, il faut un S, etc. Mais il apprend que je fais s'écrit comme ça. Voilà, donc le mieux, mais je vous ai dit qu'on apprend en faisant, c'est toujours vrai. Donc je vais vous proposer de faire. Voilà, vous allez prendre 3 minutes, hein, je pense que c'est largement suffisant. Donc vous avez sous les yeux là 2 textes, hein, voilà, c'est deux expressions d'apprenants. La première est individuelle, la deuxième est collective. Donc vous allez choisir un de ces textes, hein, ne faites pas les deux, et vous allez le recopier en le segmentant, comme vous avez vu tout à l'heure, hein, en mettant un groupe de sens par ligne. Si jamais, effectivement, mes consignes ne sont pas claires, Daniel va faire le relais. Donc je vous laisse, voilà, un petit peu de temps. Voilà, on vous laisse 2-3 minutes, vous choisissez l'un des deux et on regardera ensemble après comment Elisabeth le présente et vous pourrez comparer avec ce que vous avez imaginé. Bon, je vais peut-être pas non plus trop parler, hein, il vaut mieux que vous soyez concentrés. Voilà, pendant ce temps-là, Elisabeth, on s'est posé la question de savoir si on disait plutôt secrétaire, comme tu l'as proposé, secrétaire provisoire, écrivain, alors elle dit écrivain public, mais plutôt écrivain privé, et Oui, Catherine proposait aussi porte-plume. porte-plume, voilà, hein, c'est Alors, tous ces on va dire mots. ça dépend des, oui, ça dépend des générations, quoi, voilà. Oui, Mais c'est bien tous, ça. tous ces mots sont intéressants, voilà. Mais Et provisoires, le mot hein, provisoire, voilà, provisoires. voilà, j'allais le dire. Voilà, porte-stylo, oui. Voilà, on vous laisse continuer le petit exercice, encore une petite minute. Bon, puis même si c'est pas complètement fini, l'idée c'est vraiment de se mettre dans la situation et puis aussi de voir comment vous le réfléchissez, voilà, comment vous vous y prenez. Bon, voilà. Férouza nous dit ça y est, dommage, j'ai loupé la grande partie. Ah, vous venez juste de nous rejoindre. Je suis désolée pour vous, mais vous aurez le replay. Alors c'est vrai que c'est pas pareil, mais quand même vous pourrez entendre ce qui s'est dit avant. Je suis désolée pour vous. Bienvenue, voilà, oui, oui. Dites-nous quand vous avez fini en fait, dans le chat. Voilà, comme ça sera mieux. Plutôt que j'interrompe, si vous avez encore besoin de temps, dites-nous si vous avez terminé. Et puis comme ça, voilà, c'est fait pour Béatrice, c'est fait pour Isabelle. Voilà, on est 28 en ce moment. Merci Catherine, c'est bien de nous le préciser. Oui, on va être une trentaine. C'est bien, c'est bien. Terminé. Bon, c'est bon. Tout le monde est. C'est bon. Je te relaisse la parole, Elisabeth, pour justement comparer Mais est-ce que le entre ce que son, tu c'est dis. correct? Est-ce que c'est mieux qu'en début, le son? Oui, ce qu'il y a, c'est que des fois, tu as le ton qui baisse et il faut vraiment que Ah, tu restes. Voilà. Mais sinon, ok, c'est bien, on t'entend. De toute façon, ok, sinon, je me permets de t'interrompre. Mais là, pour l'instant, dans le chat, personne n'a rien dit. Donc, d'accord, on pense d'accord, que c'est bon. N'hésite pas à porter ta voix quand même, hein. Voilà. d'accord. Allez, je referme mon micro.
Alors, voilà une des possibilités de présentation. Alors, vous allez voilà, pouvoir comparer avec ce que vous avez fait. J'ai envie de vous dire deux choses. Un groupe de mots, c'est un groupe de sens, c'est pas complètement fixe. C'est-à-dire qu'on a souvent plusieurs possibilités. Par exemple, là, pour le deuxième texte, on aurait pu mettre pour nous la santé sur la même ligne. On est toujours dans un compromis entre quelque chose qui n'est pas trop petit, hein, parce que sinon on se remettrait dans ces petits bouts, mais qui n'est pas non plus trop long pour que la mémoire et le repérage puissent s'exercer. Mais il y a des choses qu'on ne fera jamais. Par exemple, dans le premier texte, on ne mettra jamais sur une ligne je m apostrophe et sous la ligne suivante appelle. Non, parce que je m'appelle, ça se tient ensemble. Voilà, donc je ne sais pas dans les questions, Daniel, voilà, est-ce que tu as des remarques voilà, est-ce que c'est trop tôt par rapport à ce qui est écrit dans le chat? Est-ce que voilà. Ah, je n'ai plus de son, Daniel. Je, je n'entends pas, Daniel. J'oublie de le mettre, je l'arrête et Ah, après, parce d'accord. que c'est vrai que quand je tape sur mon clavier, ça s'entend, donc il vaut mieux que j'enlève le son, mais après j'oublie de le remettre. Mais c'est bien, tu me rappelles à l'ordre, c'est très bien. Alors, on a des retours sur le fait que bon, le son est bon, hein, voilà, déjà on est rassuré, tout le D'accord. monde entend bien, c'est important. Donc, on n'a pas de retour sur ce que les gens ont pu faire. Par contre, ça peut être bien, voilà, maintenant que vous puissiez nous dire si vous êtes plutôt prêt. Est-ce que vous avez vraiment des questions de fond parce qu'il y a quelque chose que vous avez fait différemment et qui vous paraît important de préciser. Comme le disait très bien, Elisabeth, hein, il y a des possibilités différentes. C'est pas quelque chose. D'ailleurs, c'est marqué dans le titre. Hein, voilà, possibilité de présentation. Mais c'est intéressant de voir si vous êtes proche de la façon dont ça a été réfléchi ou pas. Donc, on va vous laisser voilà le temps de répondre. On sait qu'en plus, hein, on a toujours notre petit décalage de 10 secondes entre ce qu'on dit, Oui. ce que vous recevez. Donc, après le temps que vous nous répondiez. On sait qu'il y a ce décalage et comme on n'est pas très pressé, ça va, on a le temps et alors, est-ce qu'on peut... Ah, voilà. Premier, alors là, Oui, ben voilà, voilà. oui, je lis le chat là, maintenant Bon, que vous avez un petit peu le temps. Oui, voilà, donc on peut effectivement mettre sur la première ligne, pour nous, la santé. Alors, faire des groupes de sens, justement, si je vous ai dit, c'est un équilibre entre pas trop petit, pas trop long, mais c'est aussi un équilibre entre le sens de toute une expression, pour nous, la santé, et ce qu'on va faire ensuite, c'est-à-dire les possibilités de combinaison des différents groupes de sens entre eux. Voilà, donc je vous dis, il n'y a pas une et une seule façon de faire, hein, de mettre pour nous la santé. Ça permet à l'apprenant d'aller voir plus large, hein, mais ça ne permet pas la combinaison qu'on pourra faire si on met pour nous. Oui, pour nous, effectivement, pour nous la santé, on pourrait avoir c'est manger de bonnes choses, etc. Donc on va y revenir. Mais voilà, j'espère que vous en avez compris l'esprit. Hein, c'est un groupe de mots qui fait sens, qui va pouvoir se recombiner avec d'autres mots, et voilà, et qui va, oui, qui fait sens. C'est important. Hein, c'est pour nous. Voilà, ne pas être fatigué. Si on ne dort pas bien. C'est un groupe de sens, ça se tient. Alors, je vais dire à Francine, Francine nous repère, voilà, elle nous dit, nos apprenants connaissent bien leur texte par cœur, ils ne repèrent pas encore les mots au bout de 15 mois. C'est peut-être quelque chose qu'on va débattre à la fin. J'ai envie hein, on va garder cette question, on la garde, hein, Francine, on l'oublie pas, mais des questions qui demandent un débat ou qui demandent de renvoyer des questions, parce qu'en fait, c'est quand même dans un échange que les choses vont pouvoir se faire. On s'est donné jusqu'à le webinaire, le diaporama jusque vers 11h15, et après on se donne 15 minutes pour échanger. Donc, Francine, on reviendra sur votre question. N'hésitez pas à la remettre si éventuellement je l'oubliais, mais je le marque, hein, je le marque. Voilà.
Je te laisse Il y aura peut-être continuer. des réponses d'ailleurs. Il y Dans aura les... peut-être des réponses à Francine. Voilà, dans la suite de ce qu'on va faire, là, de voir ce qu'on fait à partir de ça. Voilà, donc on se Alors, donne jusqu'à je vais. 11h15 et on en parle après. Vas-y. OK. Alors, voilà les fameux groupes de sens. Sur le plan très concret, très pratique, il faudra que l'apprenant ait son texte en plusieurs exemplaires. Un exemplaire qui sera intouchable et qui restera dans le cahier des textes ou la partie du classeur réservée aux textes qui sont mis par ordre chronologique, voilà, avec un titre ou pas, ou un numéro, texte numéro 1, texte numéro 2. Ça, c'est le recueil des textes, le dictionnaire affectif dont parle Daniel de Kayser. Et puis, on va faire des exemplaires pour faire toutes les activités. Donc, vous ferez un exemplaire sur un papier un petit peu plus rigide, genre Bristol, voilà, pour avoir des étiquettes qui ressemblent à celles que vous avez là. Voilà, mais maintenant, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'on va faire avec ces textes. Donc, l'apprenant à son texte, je reviens en arrière, il a ses étiquettes, et qu'est-ce qu'on va faire à partir de ça? Alors, la première chose, et peut-être Francine aura les réponses aussi à sa question dans cette partie. On demande à l'apprenant d'apprendre d'abord son texte, comme il apprendrait une chanson, comme il apprendrait un poème, pour savoir le dire par cœur. Donc, si vous avez respecté les règles d'élaboration, c'est-à-dire un texte fort, dans lequel l'apprenant exprime quelque chose d'important pour lui, un texte court et un texte qui est bien fidèle à son expression, en général, ça ne pose pas de problème. Parfois, il y a besoin d'un petit accompagnement parce que l'apprenant se souvient bien de ce qu'il a dit, mais pas forcément dans l'ordre. Or, on va lui donner une consigne assez stricte. Vous allez apprendre votre texte pour pouvoir le redire exactement comme vous l'avez dit. Et évidemment, vous avez l'aide, vous, de l'écrit pour lui rappeler exactement dans quel ordre il avait dit. Quand l'apprenant sait son texte, il va apprendre, on va lui demander d'apprendre à le dire là, en faisant coïncider ligne par ligne ce qu'il dit et ce qu'il montre. C'est-à-dire de dire son texte en le montrant ligne par ligne. Ensuite, on va proposer des activités qu'on appelle des activités de repérage. L'apprenant a son texte sous les yeux et vous allez lui demander de montrer, je vais peut-être revenir, voilà, vous allez demander à l'apprenant, montrez-moi où c'est qu'il y a écrit je viens de Guinée. Comment peut faire l'apprenant? La plupart du temps, il se le récite à voix haute ou à voix basse. Je m'appelle Messaoud Gassama, j'ai 16 ans, je viens de Guinée, c'est là. Certains apprenants vont commencer à utiliser des repères visuels, par exemple la troisième pré-pro, là, ça, il y a des repères visuels forts avec toute cette série de majuscules et puis ce chiffre. Voilà, c'est peut-être ça. Et puis, c'est le dernier groupe de sens du texte. Donc, vous allez demander à l'apprenant de montrer quelque chose que vous dites, un groupe de sens que vous dites, ou bien l'inverse. Vous allez demander, montrez-moi où il y a écrit j'ai 16 ans, montrez-moi où il y a écrit c'est bien dormir, montrez-moi où il y a écrit de bonnes choses. Ce sont des activités de repérage. C'est très important de se repérer bien dans un texte et alors on va multiplier ces activités. C'est aussi et surtout par ça que l'apprenant va s'approprier son texte parce qu'il va faire un certain nombre de choses dessus. On va lui demander aussi de remettre son texte en ordre avec les étiquettes des groupes de sens. Au début, peut-être avec le modèle et peu à peu sans le modèle. Et en général, c'est quelque chose que les apprenants aiment bien faire. Voilà,
parce que c'est la remise en ordre aussi de leurs propres paroles. Et c'est la remise en ordre d'un écrit. Alors, quelques petites photos. Alors, sur la photo, vous voyez Daniel de Keyser, il y a quelques années. D'ailleurs, à la fin du webinaire, et certains d'entre vous, au moins en Auvergne, vous aviez les références des vidéos pédagogiques qui ont été mises sur le site du CRIA Aquitaine, voilà, dans outillage. Il y a quelques vidéos pédagogiques, dont sur la MNLE, Daniel de Keyser qui travaille en groupe, et moi-même en séance individuelle avec un apprenant du Médoc, un apprenant débutant. Voilà, peut-être ça sera intéressant que vous puissiez revoir ces petites vidéos après le webinaire d'aujourd'hui, ça va vous parler un petit peu plus. Donc vous voyez là, Daniel de Keyser, elle montre un groupe de sens et elle demande au groupe qu'est-ce qu'il y a écrit là. Alors là, c'est le monsieur là, du Médoc. Voilà, il dit son texte en le faisant coïncider. Il montre avec son crayon, ligne par ligne, ce qu'il est en train de dire. Et là, il est en train de remettre en ordre son texte avec ses étiquettes. Alors, ces activités sont suivies par des choses qui sont fondamentales et qu'on appelle les entraînements. Alors, la fameuse dictée recherche. Je suis sûre que quelques apprenants que vous accueillez vous en demandez, comme à moi, est-ce que vous me ferez faire des dictées? Alors moi, je leur dis oui, on va faire des dictées, mais c'est des dictées qui sont des occasions d'apprendre à bien écrire. Ce n'est pas la dictée piège à faute pour savoir voilà, combien je suis nulle en orthographe. Non, la dictée, c'est un exercice très intéressant et on va pratiquer ce qu'on appelle la dictée recherche. La dictée recherche, elle a une consigne très précise. Je vais vous dicter des mots ou des groupes de mots de votre texte et je vous demande d'aller le chercher dans votre texte, puis de le recopier. Alors, certains apprenants sont un peu surpris par ça, mais voilà, et ils vont vite en comprendre l'utilité. Donc, vous allez dicter des mots ou des groupes de mots. Vous allez dicter pour nous, vous allez dicter la santé, vous allez dicter je suis élève. Vous n'êtes pas obligé de dicter tout le groupe de sens s'il est un petit peu long, à condition, une seule condition, qu'il n'y ait pas de confusion. Jamais vous n'allez dicter viens, parce que viens, ça peut s'écrire avec un T à la fin. Ouais, si vous allez dicter je viens. Voilà. Et vous allez surtout, vous, formateurs, ouvrir grand vos yeux et regarder comment l'apprenant s'y prend. Et vous allez dialoguer avec lui, comment vous allez faire pour mettre dans votre tête ces mots. Et vous allez lui demander de mettre de plus en plus de lettres dans sa tête, c'est-à-dire de ne pas faire ce que vous avez pu observer aussi, notamment chez les déchiffreurs, quand ils recopient une lettre, voire une syllabe, une lettre, voire une syllabe. Non, quand on va écrire j'ai 16 ans, alors peut-être on ne peut pas du premier coup prendre tout dans sa tête, mais on va prendre au moins j'ai, J apostrophe A I. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on va avoir la totalité d'un mot ou d'une expression. Et on ne sera pas dans quelque chose de découpé, on aura du mal à remettre ensemble. Il y a tout un entraînement et un dialogue pédagogique. Alors appuyez-vous sur la pédagogie des gestes mentaux qui est précieuse pour demander à l'apprenant. D'ailleurs, dans les activités de repérage, j'en ai pas parlé, mais c'est la même chose. On peut demander comment vous avez retrouvé, je viens de Guinée, comment vous avez retrouvé manger de bonnes choses, etc. Donc, cette activité de recopier, c'est pas bête du tout. Il se passe plein de choses et vous serez attentif justement au nombre de coups d'œil entre le modèle et la façon dont l'apprenant recopie. Alors, je vais faire une petite parenthèse ici. Peut-être certains d'entre vous accueillent des personnes qui ne savent pas écrire, qui n'ont pas le geste graphique. Et je crois une personne
accueille quelqu'un qui sait écrire, mais avec un alphabet d'une autre langue. Donc, évidemment, il va falloir, ça fait partie de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, proposer l'apprentissage des gestes graphiques et ce, alors je pense à Francine qui m'avait interrogée dessus, dès le début de la formation, parce que ça va nous demander euh, tout de suite voilà, un petit peu d'énergie et un petit peu de temps. Apprendre, ça demande environ, je dirais, une douzaine d'heures. Vous y consacrerez, on va dire, 15 minutes à chaque séance, absolument à chaque séance. Pardon, j'ai encore fait une mauvaise manipulation. Euh, donc, on va accepter un petit décalage pour les personnes qui ne savent pas encore écrire. Mais cet apprentissage du geste graphique, alors aujourd'hui, on n'a pas trop le temps voilà, d'évoquer ça. J'espère que voilà, on pourra le faire quand on fera des formations en présentiel. Euh, c'est pas très long voilà, de parler des gestes graphiques. Ce qui est important, c'est que l'apprenant intériorise un geste et le mémorise. L'écriture, c'est pas du dessin, c'est pas la reproduction d'un dessin. C'est quand j'écris J apostrophe AI, j'écris le J, j'ai dans ma tête le geste du J, j'ai dans ma tête le geste de l'apostrophe, j'ai dans ma tête le geste du A et le geste du I et je les enchaîne dans cette expression-là. Mais je reviens donc aux personnes qui n'ont pas encore les gestes graphiques. euh, on va faire des recherches avec les étiquettes. On va leur dire, maintenant, on va écrire un nouveau texte et il y aura à sa disposition les étiquettes. Écrivez, pour nous, la santé, c'est bien manger. Écrivez, pour nous, la santé, c'est bien dormir. Écrivez, je m'appelle Messaoud, je suis élève à Saint-Malo. Voilà, donc on va utiliser cette façon-là. Mais je rappelle que dès le début de la démarche, il va falloir voilà, s'entraîner à apprendre ces gestes graphiques. Une autre question qui m'est posée, et je commence à y répondre parce que vous la posez souvent, dans quelle écriture proposer les textes? Alors vous avez vu que c'est en écriture script, les textes d'apprenants, parce que c'est ce qu'on lit le plus souvent. Mais par contre, alors on apprendra aussi à lire un texte voilà, qui est en cursive, mais par la suite. Euh, Par contre, quand on demande à l'apprenant d'écrire, on lui demande d'écrire en cursive. Pourquoi? Bien sûr que l'écriture cursive, c'est un peu plus long à apprendre que l'écriture en bâton, comme les apprenants disent. Mais la raison principale, c'est que dans l'écriture cursive, il y a la totalité d'un mot. L'écriture cursive, elle va un petit peu plus vite, elle court, mais c'est surtout qu'un mot constitue un ensemble, un geste, un mot. J'écris un, UN ensemble, sans lever la main. Si j'écris en script, ben peut-être je vais mettre un espace entre le U et le N. Ça va permettre l'écriture cursive de bien segmenter là le texte, c'est-à-dire de bien mettre les blancs là où ils sont, de séparer les mots les uns après les autres. D'ailleurs, ce n'est que dans l'écriture qu'on sépare les mots, parce qu'à l'oral, je ne dis pas un mot après l'autre. Dans l'oral, voilà, on parle par groupe de souffle. Ce n'est que quand on commence à écrire qu'on dissocie les mots. Donc, dictée recherche, j'insiste un petit peu parce que souvent, je trouve que les formateurs, vous ne faites pas assez écrire les apprenants. Or, il se passe plein de choses voilà, quand l'apprenant écrit. Et puis, on va faire ce qu'on appelle les gammes. Alors, comme un musicien qui s'entraîne, qui fait ses gammes tous les jours. Alors, je pense à un apprenant, voilà, il a ajouté un petit dessin avec un sportif qui se muscle. Voilà. Alors, les gammes, c'est sortir du texte initial et commencer à utiliser les groupes de sens pour refaire des petits textes. Ça, ça a quoi pour objectif? Ça a pour objectif que savoir lire, c'est savoir lire la santé, pas seulement quand c'est juste à côté de pour nous, mais c'est savoir lire cette expression dans tous les contextes. Alors, je vais vous Oui, montrer et à quoi ça Elisabeth, ressemble.
Voilà, au début. Elisabeth, ça sera la dernière diapo parce qu'on est déjà à 11h20 et si on veut revoir quelques questions, il faut qu'on s'arrête. D'accord. Oui, je peux passer vite les autres là. Hein, voilà. Alors, des exemples de gamme, vous voyez, ça ressemble à ça. Hein, j'ai mis les groupes de sens, mais dans un ordre différent. Mais voilà, l'apprenant va, à travers la lecture de ces gammes, reconnaître ces groupes de sens à quelque place qu'ils soient. Voilà, sur le deuxième texte. Pour nous, la santé, c'est bien dormir, etc. Vous aurez donc, hein, je vous rassure, vous aurez le diaporama à la fin, voilà, si on veut garder un petit peu de temps pour les questions. Vous voyez là une petite photo de lecture de gamme et c'est au bout de 3 ou 4 textes, hein, mais on va certainement y revenir là dans les questions qu'on pourra proposer aux apprenants d'aller lire, d'aller découvrir d'autres textes et puis de commencer à faire des premières productions d'écrits qui ne sont pas seulement l'écriture de textes avec les étiquettes. Voilà, alors la diapo finale, on a vu le tout début de la première étape. Hein. Je voulais resituer, hein, fermer la boucle, parce que c'est grâce à ce travail, hein, que l'apprenant fait sur ces textes que, voilà, les textes qu'il va découvrir et toutes les questions qu'il va se poser pour l'écrit, on pourra aller lentement mais sûrement vers la deuxième étape, puis vers la troisième. Voilà, je m'arrête là, Daniel. Oui, tout de suite, parce que ça a été posé plusieurs fois. Est-ce que tu peux, Elisabeth, Oui, on s'en va déjà. Elisabeth, est-ce que tu peux redonner le cadre temporel de la méthode, c'est-à-dire il faut combien de séances, combien de durée, à quel rythme, qu'est-ce que tu conseilles? Voilà, alors je vous avais indiqué là, par rapport aux AS7, voilà, on dit, alors ne tombez pas par terre derrière votre ordinateur, mais qu'il faut, voilà, entre 900 et 1200 heures. Mais c'est pas, quand on regarde le temps que les enfants passent à l'école pour apprendre à lire, d'ailleurs, je crois qu'il y avait une étude qui avait été faite que les adultes, finalement, allaient un tout petit peu plus vite. Voilà, mais pour apprendre quoi que ce soit, il faut y passer du temps. Hein. Pour apprendre le métier de menuisier et être capable de faire un meuble qui se tienne, il faut du temps. Et bien, pour apprendre à lire, à écrire, c'est la même chose. Alors, je vais vous donner des choses indicatives. À raison de 2 séances par semaine, voilà, c'est du réel. Hein, c'est une étude qui avait été faite justement sur le secteur du Châtellerault, pas seulement à la Clé, mais aussi dans d'autres associations. À raison de 2 séances par semaine, les gens y mettent en moyenne entre 2 et 3 ans. Voilà. Certains mettent un petit peu moins, d'autres mettent un peu plus. Et puis on sait bien que on a des publics, hein, quelquefois avec des parcours très, très fracturés, voilà, des périodes de maladie, de chômage, de problématiques diverses. Mais voilà, hein, alors après, la durée d'une séance. On peut travailler sans aucune, moi je n'ai jamais vu de lassitude des apprenants parce que justement il y a de la variété, parce qu'on travaille sur des textes, hein, qui les concernent, parce qu'on se pose plein de questions, parce qu'il y a un échange, parce qu'il y a du travail. Alors quand c'est en groupe d'échange dans le groupe, puis en autonomie, on peut travailler, moi je dirais, aux alentours d'1 h 15 sans lassitude. Il faut évidemment varier les exercices et peu à peu, l'apprenant, il va faire des choses tout seul aussi. Ça, c'est intéressant parce que les gammes, par exemple, là, que vous avez vues, on les aura là dans. Et ça, c'est des choses qu'il peut faire tout seul. Quand vous avez des petits groupes, ce sont des choses qu'on peut faire à deux. Il y en a un qui lit, l'autre qui doit écrire, et évidemment, après, on change. Donc, voilà. Alors, combien de séances consacrées au premier texte? Eh bien, en général, je dirais 2, 3 séances. Alors, ça va dépendre de la motivation de l'apprenant, enfin, un tas de choses. Est-ce qu'il est à l'aise dans le geste graphique, etc. Mais voilà, hein, après, ça ira un petit peu plus vite, hein, parce que l'apprenant, il aura l'habitude de chercher, il aura l'habitude des exercices à faire. Voilà, ça va aller un petit peu plus Alors il y a vite. une question. Est-ce que J'ai j'ai une répondu, question complémentaire du coup. Oui. Le travail des textes de chacun se fait devant tout le monde ou comment ça s'organise en fait? Ah, Comment on individualise? d'accord.
Alors, ça c'est le... Voilà. Alors, dans un groupe, on va travailler sur un texte collectif. Hein. Par exemple, le C'est texte là, que important. vous aviez là sur la santé. Voilà. Donc, il va y avoir un temps commun, comme vous voyez Daniel de Kayser, là, qui montrait qu'est-ce qu'il y a écrit là. Voilà, c'est bien dormir. Si on dort mal, on n'est pas en forme. Qu'est-ce qu'il y a écrit là. Euh, Elle va faire venir un au tableau, parce que le texte est écrit en gros, montrer où c'est qu'il y a écrit, voilà, tel groupe de sens. Donc, travail collectif, tout le groupe. Et puis ensuite, chacun a le texte et il va travailler, voilà, sur son texte. Les dictées recherches, au début, vous les ferez en petits groupes parce que certains apprenants ne sont pas trop à l'aise. Voilà. Il faut vraiment que vous soyez attentifs à la façon dont ils s'y prennent pour écrire. Donc voilà, on va donner du travail aux autres et très vite, hein, les apprenants vont pouvoir travailler en autonomie. Voilà, vous remettez votre texte en ordre et pendant ce temps, voilà, je vais faire une petite dictée recherche à un autre petit groupe. Donc voilà, il y a l'équilibre entre ces temps collectifs et le temps Individuel, ouais. individualisé. Et après, voilà, quand l'apprenant aura un texte, deux textes, trois textes, hein, même en groupe, quand ils auront tout ça, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire en autonomie. Oui, oui. Et Est-ce que ça je pense répond à cette que oui, je question? pense que ça y répond. C'est important, voilà, d'alterner, de comprendre tout ce qui est de l'ordre de l'individualisation et comment le collectif entre pairs. Alors j'ai découvert un nouveau mot, la pédagogie. Moi, je l'avais pas encore entendu. Je l'avais pas encore Ah, entendu jusqu'à récemment. Mais comment entre pairs on s'épaule aussi, on peut collaborer, on peut échanger. Donc c'est intéressant. Alors je vais revenir tout de suite à la question de Francine, parce que je lui avais promis. Voilà, qui dit que au bout de 15 mois, les apprenants repèrent pas encore forcément les mots, mais elle ajoute après qu'ils ont aussi des difficultés pour dessiner ou pour écrire les lettres. Et donc, je me suis permis de lui répondre dans le chat déjà que, comme on avait parlé de secrétaire, peut-être qu'il y a ce niveau intermédiaire qu'il faut bien instaurer, c'est-à-dire que quand les gens ont du mal à écrire, qu'ils ont du mal à tenir un crayon ou que ça prend vraiment beaucoup de temps, on écrit pour eux. C'est ce que tu as évoqué à un moment et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on puisse imaginer. Elle nous dit, nos apprenants peuvent repérer les groupes de sens et remettre le texte dedans, mais on n'a pas entendu le temps qu'il fallait. Enfin, c'est le message qu'elle nous met. Donc, bon, j'avoue qu'en fait, voilà, je reprends sa question, mais en même temps, là, je ne sais pas jusqu'où elle voulait aller. Je vais essayer de retrouver la première. Ta, ta, ta. La temporalité bon, ça on l'a dit. Ah oui, et il y a Nadine qui a fait des propositions aussi. Alors attends, je vais retourner sur Francine. Nos apprenants connaissent bien leur texte par cœur, mais ils ne repèrent pas encore les mots au bout de 15 mois. Voilà, c'est comme ça qu'elle l'a écrit. Et Nadine, elle dit peut-être peut-on se référer à la manière dont la personne s'est exprimée à l'oral par rapport au rythme, par rapport à comment elle-même elle a découpé son texte quand elle l'a dit. Donc c'est peut-être une aide. oui, oui, c'est une aide, hein, parce qu'un apprenant qui dirait pour moi est quelque chose, ben, ce pour moi, il faut absolument le mettre en valeur et donc là, on va le mettre sur une seule ligne. Alors, par rapport à la question de Francine, alors là, 15 mois, ça me semble complètement impossible. Alors, ça fait un petit moment que j'ai promis à Francine d'essayer d'aller à Surgerbe avec le fameux virus, hein, ça n'a pas pu se faire. Voilà. Mais non, savoir son texte par cœur, est-ce que les apprenants sont capables de le montrer, hein, de dire en montrant? Et à mon avis, hein, dans une réponse que j'avais faite à Francine, mais voilà que je vous communique parce que ça me semble intéressant pour tout le monde, là où il y a un problème, c'est que quand les apprenants n'écrivent pas, eh bien, ils ne peuvent pas repérer ces mots. C'est là un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est dans l'écriture que j'ai ce repérage des mots. Donc voilà, Francine avait décalé un petit peu, hein, l'apprentissage de ce geste graphique
Je crois qu'il faut vraiment mettre la priorité dessus parce que c'est ça qui va permettre à l'apprenant de faire ce repérage des mots pour nous. Et après, on aura pour les enfants. Oui, Elisabeth, Oui, ça y est, Daniel. on a atteint l'heure, on est à 11h30. Je suis désolée, je t'ai interrompu. Et voilà, donc on est obligé de s'arrêter. Il faut rester dans le cadre qu'on a prévu. Mais ça donne effectivement bien envie de continuer, à la fois vers les journées proposées par Catherine avec toi en mois de juin, 18 et 19, plus septembre ou octobre. De notre côté aussi en Auvergne, on va voir peut-être une petite visio d'ici l'été, enfin on va voir, et de toute façon à la rentrée il faut qu'on organise les choses, et puis on t'attend aussi pour les notions d'espace. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, alors je ne sais pas si on va vous proposer de noter le webinaire, si on vous le demande, ben, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, vous aurez accès au diaporama, au replay, et pour toute question, n'hésitez pas à joindre soit Catherine Tabarot, donc au CRI Nouvelle-Aquitaine, soit Serge Mevrel au CRI Auvergne. Merci de votre participation et bien sûr, merci beaucoup Elisabeth pour ce moment intense, mais qui a permis voilà, de bien avancer. Tout le monde te remercie, merci beaucoup. Merci à vous deux, merci intéressant, merci. Voilà, plein de remerciements. On va te les envoyer, on va récupérer le chat, on va t'envoyer tout ça. Bon, merci à vous. Au revoir à tous. De votre écoute. Et à bientôt, très bientôt. C'était une bonne première. Hein.